Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle revue de presse février-mars. Alors, bien évidemment, énormément d'événements ébranlent ce monde, notamment avec le Covid-19. Et malheureusement, plus on avance dans le temps, et plus on s'enfonce dans quasiment tous les domaines. Spirituel, écologique, économique, sanitaire maintenant, avec le Covid-19, géopolitique, et malheureusement plein d'autres encore. Cela annonce par malheur les prophéties de l'effondrement. Il y a des siècles prophétisés. Alors moi, j'essaie humblement de faire comprendre au plus grand nombre cette réalité. Alors dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est surtout la situation chinoise, quand même avec le thème de Game of Thrones, c'est quand même un peu plus intéressant, plus entraînant, et plus mise en scène concernant cet effondrement. Malheureusement, alors coronavirus, comment la Chine gère la crise, une première partie de cette revue de presse centrée sur la Chine, ce qui se passe en interne. Quand il arrive, suite à cette expérimentation de gestion de crise par la Chine, il y aura très certainement un avant et un après coronavirus. 2019 est une com, alors un article, vous voyez, qui date de 2 février, comme on dit, de l'eau a coulé sous les ponts. Vraiment beaucoup de choses s'est passé. Une analyse de la chronologie des événements liés à la crise du coronavirus 2019 nous permet de voir qu'il s'agit d'une expérimentation de gestion de crise et d'un message politique fort. L'État chinois veut se montrer capable de maîtriser tout risque, rappelant à cet égard que la formation et la pérennité de l'État reposent surtout sur ses capacités à maîtriser les risques qui menacent la collectivité ou les individus qui en font partie. La chronologie des faits, c'est important, c'est intéressant. Après, plus une vidéo faite sur la vision de l'OMS. Début décembre 2019, plusieurs personnes se présentent à l'hôpital de Wuhan avec des symptômes particuliers. Début décembre. 31 décembre, un mois plus tard, la représentation de l'OMS est informée de cas de pneumonie inconnus détectés dans la ville de Wuhan, province de Hubei. Un mois plus tard. C'est quand même inacceptable. Le 3 janvier 2020, 44 patients atteints de pneumonie d'étiologie inconnue sont signalés à l'OMS par les autorités nationales chinoises. Waouh! Au cours de cette période, l'agent causal n'a pas été identifié. Un mois, il se réveille. Les autorités, alors qu'on voit bien le médecin avertir dès début décembre qu'il y a une vraie catastrophe en cours à Wuhan. Le 7 janvier, donc, les autorités chinoises identifient un nouveau type de coronavirus. Le 12 janvier 2020, la Chine partage la séquence génétique du nouveau coronavirus avec la communauté internationale pour développer des kits de diagnostic spécifiques. Le 20 janvier 2020, 282 cas de coronavirus. Entre début décembre et le 20 janvier, 282 cas sont confirmés. Franchement, franchement, soyons sérieux avec les chiffres, soyons humbles. On ne peut pas être à 282 après 2 mois quasiment de propagation de contagion. Soyons réalistes et honnêtes. Essentiellement en Chine, mais cas sont signalés dans des pays limitrophes. Réunis en urgence le 22 janvier, l'OMS joue les prolongations pour décider si l'épidémie de coronavirus constitue une urgence de santé publique de portée nationale ou non. Formulé autrement, l'OMS doit décider si oui ou non l'épidémie de coronavirus est un événement extraordinaire qui constitue un risque pour la santé publique dans d'autres pays en raison d'une propagation internationale et qui requiert une action internationale coordonnée. L'enjeu d'État et cette décision aura des conséquences considérables en termes de restriction de commerce et de circulation. Donc ils réfléchissent. On est déjà face à une maladie quarantenaire, c'est l'OMS qui le dit. C'est maladie quarantenaire. Puisque au même moment, l'annonce inédite par les autorités chinoises de la décision de construire plusieurs hôpitaux de dizaines de jours et de placer en quarantaine des dizaines de millions de personnes dans la région de Wuhan. Et l'OMS continue de se dire, dans une maladie quarantenaire décidée par la Chine, si oui ou non, c'est un événement extraordinaire pour l'humanité. Non mais franchement, ils jouent les prolongations, ils jouent la montre. C'est très grave ça, parce que pendant ce temps-là, on ne connaît pas, c'est un agent pathogène inconnu, et il se propage dans l'air. C'est quand même inacceptable, intolérable. Plaçant en quarantaine dizaines de millions de personnes dans la région de Wuhan, épicentre de l'épidémie, de manière à mieux contrôler
l'épidémie en Chine et de diminuer les risques de propagation mondiale est saluée par l'OMS. Il se joue ici une double opération de communication. La fonction première de ces mesures n'est-elle pas avant tout un message politique? En interne d'abord. Il s'agit de rassurer la population en lui donnant l'illusion que l'autorité a la capacité de maîtriser la crise en martelant que tout est sous contrôle du pouvoir de Xi Jinping, celui-là même qui surveille sa population dans ses faits et gestes, grâce aux 600 millions de caméras reconnaissance faciale installées dans l'espace public chinois. Donc ça nous fait penser un peu aux communistes de 2000, avec la reconnaissance faciale, avec le panda énervé, avec le pangolin. C'est vraiment assez intéressant. À l'international, ensuite, car la Chine est en pleine expansion économique sur tous les continents via le développement tsunamiesque de nouvelles routes de la soie, et au coude à coude avec les États-Unis pour assurer sa suprématie planétaire, veut démontrer qu'elle n'a besoin de personne et qu'elle peut conquérir ce type de crime sans aucune assistance. Le contraire serait signe de vulnérabilité ou de faiblesse du Parti communiste chinois. Alors bien sûr, les ressortissants y viennent, et ils apportent les virus avec eux. Et ça va dans l'air, et on a des foyers comme ça, de part et d'autre. Alors, effectivement, des foyers en Iran et en Italie, effectivement, on peut se poser des questions. Pourquoi c'est des lieux pas qu'ailleurs? Et oui. Et donc, ce n'est pas une question d'avoir un raisonnement conspirationniste. Non, on sait qu'à Wuhan, on a un laboratoire de niveau P4. Après, est-ce que, justement, il y a peut-être des vidéos à faire sur coronavirus et 5G, sur coronavirus et chemtrail, pour voir les épandages localisés, c'est possible. Il faut être humble, à la fois humble, mais avoir un raisonnement global par rapport à la mise en place du nouvel ordre mondial. Pour ces raisons, donc, la Chine tire profit de cette situation de crise pour lancer des actions vues auparavant uniquement dans des blockbusters américains. Ce sont les tergiversations de l'OMS. Cela a certainement influencé la prise de décision du comité d'experts de l'OMS qui, le 23 janvier à Genève, décide de ne pas considérer l'épidémie comme une urgence de santé publique de portée nationale, mais plutôt comme un risque très élevé en Chine, élevé au niveau régional et modéré au niveau international. C'est quand même assez extraordinaire. Avec tous les passages aériens, avec le monde connecté, on est en pleine mondialisation et on nous parle de élevé au niveau régional et modéré au niveau international. Non mais franchement, le raisonnement de l'OMS est terrifiant. C'est vraiment, c'est pas terrible du tout. Là, on est dans la faute grave. C'est mon raisonnement. À ce moment-là, le nombre de cas de coronavirus, le confirmé, est de 75 et 10 ailleurs dans le monde. Non, du tout. Là, pour le coup, je peux dire que c'est faux. Pour le coup, voilà, on est d'accord. 4 jours plus tard, le 27 janvier, le nombre de personnes détectées positives a été multiplié par 8. Ouais, donc là, quand même, il y a une humilité, quand même si on cache les chiffres, on nous donne un raisonnement qu'il y a une multiplication. 4556 dans 14 autres pays. L'OMS revoit donc sa position parce que c'est exponentiel. On fait face à un agent pathogène inconnu, on laisse le virus continuer, et puis après on voit que c'est exponentiel, et donc l'OMS revoit sa position. Inacceptable. Le risque est relevé de modéré élevé, maintenant il est très élevé, même pas en pandémie, même pas encore. Mais l'organisation ajoute que cela ne va absolument pas dire que nous avons changé notre évaluation des risques, mais qu'une erreur s'est glissée dans les précédents rapports officiels de l'OMS. Je répète, mais qu'une erreur s'est glissée dans les précédents rapports officiels de l'OMS. Un pont, là je suis d'accord avec contrepoint. Mainstream. Non mais c'est quand même assez incroyable. Une erreur s'est glissée, c'est-à-dire que les documents que je vous ai donnés, il y a forcément une erreur là. Mais c'est quand même incroyable. L'urgence de santé publique de portée nationale ne sera déclarée par l'OMS que le 30 janvier dans la soirée précédente. Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard de la Chine. On le sent bien, l'OMS marche sur des œufs et clairement n'adopte pas la même posture face à la Chine que dans un passé récent à l'encontre de certains pays africains. Autant dire que ces tergiversations seront au cœur des discussions si d'aventure l'épidémie de coronavirus devait tourner en pandémie. Bien sûr, on est déjà en pandémie. Et là, pour terminer cette séquence de contrepoint, les errements chinois aussi. Parce que c'est les deux, c'est errements chinois et errements de l'OMS. Ils ont laissé couler tout le mois de décembre. Et c'est au début janvier qu'on réagit. C'est terrible. Et la transparence, certes, il semble que la Chine ait appris des erreurs du passé avec la gestion déplorable du SRAS qui avait longtemps dissimulé par les autorités chinoises en 2002-2003. Elle a communiqué avec célérité, avec rapidité donc, et transparence avec l'OMS et les pays tiers. En revanche, il apparaît déjà que la gestion interne s'est faite avec une légèreté peu admissible.
dans ce type de crise où chaque instant compte. Là, c'est tout à moi qui est passé. De toute évidence, le système politique pyramidal est fort, n'a pas autorisé la divulgation rapide et claire d'informations auprès des populations, ce qui seront les rares témoignages qui filtrent de la vidéo, alimentés de nombreuses rumeurs qui, au final, représentent une crise, celle du coronavirus, dans la crise. Une crise, premièrement, une crise représente une crise, celle de l'information et de l'occultation de celle-ci dans la crise globale. C'est clairement la raison pour laquelle 5 millions de personnes, ou du moins une bonne partie d'entre elles, ont précipitamment quitté la région de Wuhan avant la mise en quarantaine. Autant de porteurs potentiels du 2019 nCoV, Covid-19 maintenant éparpillés sur le vaste territoire chinois, et susceptibles d'accélérer la propagation du risque. Donc, ces personnes-là qui sont parties avant la quarantaine, ils sont susceptibles d'accélérer la propagation du risque, mais pas les ressortissants étrangers. Waouh! Les ressortissants étrangers après mise en quarantaine, c'est encore pire. Là, c'est les Chinois en interne, avant la mise en quarantaine, et les ressortissants, eux, ne sont pas susceptibles du tout. Ils n'ont pas dit ça à contrepoint. Même si le document est très bien documenté, pour le coup, il fallait rajouter, c'est très intriguant que les ressortissants potentiellement qui peuvent augmenter la propagation du risque rentrent dans leur pays. Français, Italiens, Iraniens, je ne sais quoi. Il fallait juste faire une phrase complémentaire. C'est pas la conspiration, c'est un raisonnement humble. C'est pas parce qu'on était dans le raisonnement Chine en interne. Avec la mondialisation, et là, encore on est dans ce raisonnement interne. C'est inacceptable d'être dans ce raisonnement interne. Alors qu'on est en pleine mondialisation. On va voir juste après les coûts économiques, justement. Encore ce contrepoint. Très bon, quand même. Il faut dire la vérité. À l'article du 4 février. L'apparition du virus. Parce que, vous verrez bien qu'à la fin de cet article, que la région de Wuhan, vraiment, c'est très concentré en technologie, en technique. Alors, l'apparition du virus, en prémortalité. Les coronavirus sont des virus ARN, à acide ribonucléique, c'est-à-dire que leur matériel génétique est l'acide nucléique le plus ancien, ce qui renvoie à des formes de vie datant de milliards d'années. C'est un acide nucléique qui a un seul brin, plus fragile, dont la réplication s'accompagne d'un certain nombre de mutations, et dont la structure et la composition diffèrent de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique de nos cellules humaines. Comme tous les êtres vivants, les coronavirus font de petites erreurs d'imitation. Oui, elles mutent, et celui-ci, il est super mutant. Lorsqu'il copie le code génétique pendant la reproduction, mais les coronavirus n'ont pas la capacité de réparer ces erreurs. Car il s'agit d'un virus ARN, contrairement à l'ADN, il n'a pas de mécanisme d'autocorrection, c'est-à-dire les protéines acétine, guanine, thymine, etc. Par conséquent, les coronavirus ne sont génétiquement pas stables. Effectivement, quand on voit le brin de l'ADN, c'est enroulé et on voit les quatre brins. Les ACTG, acétine, thymine, guanine, cytosine, il me semble. L'émergence du SRAS a montré que les coronavirus peuvent émerger tranquillement de réservoirs d'animaux et provoquer des maladies potentiellement mortelles, comme cela était précédemment reconnu pour les animaux. Le scénario de l'apparition de ce nouveau virus ressemble au scénario précédent des épidémies virales sporadiques depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le VIH des années 80 sont en rapport avec des virus, le grand singe, le pandémie de grippe aviaire, et venus des oiseaux et les porcs nous ont transmis la peur de grippe porcine. Non, moi mon raisonnement, voilà, tout virus est fait en laboratoire. Il n'y en avait pas au 19e siècle, il n'y avait pas tout ça. Faut être réaliste. Au XVIIIe siècle, effectivement, on a eu la peste bubonique. Mais là, après la Deuxième Guerre mondiale, voilà, les choses ont changé. Il y a une autre séquence historique qui est enclenchée. Il faut avoir un raisonnement, ce type-là, parce que sinon, des animaux qui donnent des virus aussi performants dans le domaine mortuaire, c'est pas possible. La nature ne peut pas proposer ça. C'est pas possible. Plus précisément, on a découvert que le SRAS provenait des chauves-souris via des sites. On dit que les chauves-souris nous ont également donné... et voilà, le coronavirus de Wuhan est proche de celui transmis par les chauves-souris. La probabilité que ce virus ait un réservoir sauvage ait été importé au centre-ville, au centre d'une ville de 11 millions d'habitants par la concentration des animaux d'un marché est élevée. Le saut de l'animal à l'homme se faisant probablement par voie aérienne avant la consommation alimentaire des animaux en question. Donc là, on parle bien du pangolin. C'est un article du 4 février. L'information du pangolin est arrivée au courant février. Là,
Effectivement, on peut rajouter le pangolin que nous voyons dans The Economist. D'apparition, épidémiologie, propagation. C'est un article intéressant quand même. Hein. Pertes humaines. Alors, nous avons aussi des pertes économiques considérables, et ça m'intéresse. Dans la ville de Wuhan et sa province alentour, on fabrique de l'électronique, de l'acier, des nouveaux matériaux et des produits pharmaceutiques, comme explique Michel Cohen-Maril. Dans Wired, la Chine est le plus grand producteur mondial d'ingrédients pharmaceutiques actifs. Personne ne sait vraiment combien de produits pharmaceutiques finaux ont une source unique située en Chine. Même si certains médicaments sont finalisés aux États-Unis, et en Europe, le ralentissement dû aux quarantaines, s'il devait se prolonger, aura tout le temps des répercussions. L'épidémie de coronavirus ajoute de l'incertitude à cet approvisionnement. Aux États-Unis, plus de 90% des médicaments génériques sont produits en Chine. L'épidémie affecte également le transport aérien ainsi que le tourisme qui sera pratiquement à zéro pour les semaines ou les mois qui viennent, d'autant qu'il soit appareillé que si la crise s'intensifie, les restrictions sur les voyages vers l'Asie se font de plus en plus pressantes. Hein. Les parcs de Hong Kong Disneyland et Shanghai Disney Resort, voilà, bien sûr, sont fermés. Les croisières aussi sont inquiets. Hein. Dernier paragraphe hein, concernant cette séquence des pertes économiques, la ville de Wuhan est aussi la Chine, est aussi à la Chine ce que la ville de Détroit est aux États-Unis. Elle est au cœur de l'industrie automobile, c'est la ville de Dongfeng Motor Corporation, mais c'est aussi une source mondiale de pièces détachées pour l'industrie automobile occidentale. Selon John Cage, le doyen de Herbert Business School de l'Université de Miami qui était en Chine la semaine dernière, on commence à percevoir des pénuries. Et oui, dans le secteur du commerce de détail et de l'automobile, on commence à voir en Europe des pénuries. Alors bien sûr, on est en pénurie de gel hydroalcoolique. Moi-même, je demandais aux pharmacies de ma commune et d'autres. Et effectivement, on est en rupture. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est très important. Ça arrive le jour même, enfin le stock arrive le jour même en pharmacie, le jour même, il n'y a plus de gel. Et il n'y a plus de masque. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la réalité. Mieux vaut prévenir que guérir, avoir un stock, comme je vous disais, tout simplement, il faut se protéger, tout simplement. Pas une question, ça protège pas, efficace, pas efficace. Non, non, non. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est très, très, très important. Alors, pour terminer cette séquence, les solutions, justement. Les solutions. Toutes les solutions sanitaires de court terme ont un effet négatif sur l'économie. On le voit bien. Bien évidemment, je vais revenir par rapport à laquelle qui quasiment aplatit définitivement le système fiduciaire. Il donnait vie encore, artificiellement, puisque les banques sont mortes. Bien évidemment, depuis le 17 septembre 2019. Mais elle survit artificiellement. Elle n'a même pas, dès ce virus, l'apparition de ce virus, bien évidemment, vu que quasiment tout est concentré en Chine, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'usine du monde, eh bien la Fed est obligée de baisser les taux pour que ça continue encore, tout en réinjectant. On est vraiment au bord du gouffre. Certains professionnels de la santé proposent des mesures draconiennes de restriction du transport aérien, que ce soit justifié ou pas. Une telle mise en pratique ne fera que plomber les résultats financiers du transport aérien. Depuis le record de Wall Street le 17 janvier, Air France, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines ont perdu moins 15, moins 5, moins 10, moins 17 de la valeur boursière respectivement. Les quarantaines comme à Wuhan ou aux États-Unis, si elles sont effectivement des vues, ont des effets récessionnistes. Donc en Chine, on va vers la récession. Il est difficile d'imaginer de faire, même en Europe, on voit mal la police française poursuivre les citoyens avec des drones. Quand même, on voit ce qui se passe avec les gilets jaunes quand même. Hein. Pour-on confiner Paris, pourquoi pas? On voit bien ce qui se passe, on a bien vu. Hein. Les métros, ce qui s'est passé, non, bien sûr, c'est possible. Il est à souhaiter que l'explosion du nombre de cas de ces derniers jours soit confinée en Chine. À moyen et à long terme, la situation est meilleure. Les mesures sanitaires sont davantage alignées avec les besoins économiques. Le développeur a usé d'un test rapide de détection des virus et des anticorps dans le sang devrait accélérer la détection et freiner la contamination intérimaire. Les médicaments antiviraux, y compris certains non testés, pourraient-ils être placés en procédure exceptionnelle d'évaluation rapide. Il semble que pour les patients atteints à score de risque élevé, ce soit à discuter en urgence. Et la Food and Drug Administration vient de faire un pas dans cette direction. Toujours pour les patients graves, la production d'anticorps est en cours. L'intelligence artificielle, en particulier l'analyse et le traitement du langage naturel, présente également un intérêt certain. Une nouvelle start-up du Canada, Blue Dot, a été l'une des premières à repérer l'épidémie du virus de Wuhan et a lancé une alerte. C'est quand même incroyable, quoi. Alors,
pour terminer cette séquence, si nous allons probablement vivre des moments difficiles, l'exemple du SRAS nous montre que le Covid-19 ne sonne pas le glas de la croissance économique en Chine. Les marchés reflètent l'action humaine et ont des mécanismes de résilience. Après tout, la Chine a connu un rebond économique en 2004, celui d'une multiplication de la taille de son économie d'un facteur 9 depuis lors. Moi, j'ajouterais par rapport à cette petite séquence que on ne fait pas face à la même chose. Voilà. Et puis on ne fait pas face à la même situation économique. Et c'est ça aussi, quand on lit des articles, d'abord tout le raisonnement global. Après 2004, ça s'appelle SRAS. Et on n'est pas dans la même situation économique. Là, on est après une crise économique de 2008 qui n'a pas été résolue. On a des banques qui sont mortes. On a un bank run en Chine en plus. Donc il faut être humble, il faut globaliser les informations, les rassembler pour essayer de comprendre, pour avoir une compréhension globale. Sur Fondation pour la recherche stratégique, c'est très important, on reste toujours en Chine. Un état de guerre sanitaire en Chine et une menace internationale, c'est un article long, à télécharger en format PDF que je mettrai en ligne. C'est vraiment très intéressant pour le collectif. C'est vraiment très intéressant à lire pour comprendre comment les choses se déroulent en Chine. Le raisonnement. Alors, bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle fait face à un virus, bien sûr, extrêmement contagieux. Malheureusement, les régimes communistes censurent la réalité des faits, bien sûr, et musellent les journalistes qui souhaitent informer toute l'humanité. C'est cela qui m'intéresse dans cet article. Très, très, très intéressant. Vraiment, c'est vraiment passionnant. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui passe en Chine, et comment la Chine s'organise. Voilà. Une censure chinoise mise en lumière par le cas du médecin Li Wenliang. C'est très 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 important. Le décès du médecin Li Wenliang, jeune ophtalmologue mort à 33 ans, annoncé le vendredi 7 février, n'avait clairement pas anticipé par les autorités chinoises lorsqu'elles ont décidé de médiatiser son retour en grâce en janvier. Permettre au passage de rejeter la responsabilité sur les autorités locales qu'il avait initialement forcé à se taire. Ce décès est un révélateur des problèmes de gouvernance et des conséquences néfastes de la censure en Chine. Le maintien de la stabilité est une des priorités du régime chinois et celui conduit, entre autres, à contrôler de façon étroite le flux d'informations disponibles. À cet égard, les outils à disposition du régime sont d'au moins deux ordres: la création de contenu par les médias officiels et la suppression de contenu par la censure. On voit bien, la censure aussi en France avec la loi anti-haine sur Internet. J'en ai été victime par rapport à ma vidéo sur le 11 septembre qui a été supprimée à cause de cette loi, puisque ça arrivait le jour même. Là, les choses sont claires. Ce décès a eu d'autant plus d'impact auprès de la population chinoise en ce qui concerne un personnel de santé, ce alors même que ces femmes et hommes sont présentés par les médias d'État à juste titre comme les soldats au front de guerre contre l'épidémie. Un fort mécontentement, bien sûr, s'est donc exprimé sur les réseaux sociaux en Chine. De nombreuses personnes à l'étranger parlant de phénomènes sans précédent, notant qu'il ne faut pas considérer que les Chinois ne peuvent jamais exprimer leur mécontentement. Des dizaines de milliers de manifestations physiques ont lieu en Chine chaque année. De la même façon, le mécontentement s'exprime régulièrement sur les réseaux sociaux suite à des incidents majeurs, comme le déraillement d'un train à Wenzhou en 2011 ou les nombreux scandales alimentaires. Mais il y a évidemment une ligne rouge: ne pas critiquer le système politique et donc ne pas remettre en cause la légitimité du parti et des autorités centrales. Le mécontentement est ainsi généralement dirigé vers les autorités locales, bien sûr. Et oui, dans le cas du décès du médecin Li, la colère et l'émotion se combinent à une crise sanitaire sans précédent. La propagande chinoise ayant elle-même médiatisé le sort du médecin, il lui était donc impossible de censurer les réseaux sociaux complètement. Elle n'a en conséquence pas eu d'autre choix que de laisser une forme d'expression se manifester sur les réseaux sociaux tant que celle-ci ne remet pas en cause la gestion globale de la crise par les autorités centrales. L'objectif des censeurs est ainsi de canaliser l'expression de ce mécontentement, plus que de l'empêcher totalement. Les réseaux sociaux ont par ailleurs une fonction essentielle en ce moment pour des dizaines de millions de personnes confinées chez elles. Effectivement, elles sont confinées chez elles, bien sûr qu'elles veulent s'échanger des informations. On ne peut pas, c'est pas possible, là, bien sûr, c'est tout à fait logique. Pour terminer, enfin, notons que l'annonce de l'ouverture d'une enquête par le comité pour l'inspection disciplinaire du parti lui permet de montrer qu'il prend la mesure de ce décès et va chercher à punir des responsables, notamment pour limiter le mécontentement populaire. On a déjà appris que le secrétaire de la branche du parti, le directeur de la commission provinciale de la santé de Hubei, donc local,
avaient été limogés et qu'ils étaient remplacés par Wang Hesheng, actuel directeur adjoint de la Commission nationale de la santé et récemment nommé secrétaire provincial du parti dans le Hubei. De même, les secrétaires de la province du Hubei et de la ville de Wuhan ont été limogés. Oui, on a bien vu ça au niveau des médias. Et remplacés par les cadres proches de Xi Jinping. Hein, bien sûr, la stratégie de Pékin semble donc être de circonscrire la crise dans l'espace, dans le Hubei et dans le temps de courte durée afin de rassurer sa population et la communauté internationale tout en limitant la contagion au secteur économique. Mais on le sait, quarantaine, c'est synonyme de récession, notamment recherche à conserver la confiance des marchés. Récession obligatoire. Si ça avance, malheureusement, on souhaite que ça s'arrête le plus rapidement possible. Alors, bien sûr, pour terminer cette première partie, bien sûr, très important pour comprendre la situation en Chine en interne et parler d'une minorité qui est en difficulté. Ouïghours en Chine, 5 minutes pour comprendre le sort de cette minorité musulmane. Sur un article du Parisien, qui explique très bien la séquence. Des documents révélés cette semaine détaillent la politique d'internement ciblant cette minorité musulmane dans le nord-ouest du pays. Au moins 1 million d'individus seraient concernés. Donc là, on voit bien une photo prise de 31 mai 2019, montre le mur extérieur d'un complexe comprenant un camp de rééducation où sont principalement détenus des minorités ethniques musulmanes dans la banlieue de Hotan, dans la région du Xinjiang, au nord de la Chine. Un article du 29 novembre 2019. Depuis plusieurs années, les ONG alertent sur l'internement dans de nombreux camps, dans des camps de nombreux Ouïghours dans le nord-ouest de la Chine. De nombreux documents décrivant en détail le sort réservé aux musulmans dans la province du Xinjiang ont été divulgués ce mois-ci, provoquant la réaction indignée de Paris et une riposte de la Chine. Qui sont les Ouïghours, justement? Les Ouïghours sont une ethnie musulmane sunnite, minoritaire en Chine, mais majoritaire dans la province de Xinjiang, située au nord-ouest du pays turcophone. Le peuple ouïghour est aussi présent au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Turquie. Dans la province autonome chinoise du Xinjiang, les velléités indépendantistes se heurtent depuis des décennies à la politique de sinisation du gouvernement. Les Han, une ethnie majoritaire en Chine, mais qui représentait 6% seulement de la population du Xinjiang en 1949, sont arrivés par millions, si bien qu'aujourd'hui, ils sont presque aussi nombreux que les Ouïghours, plus de 10 millions. Donc les Chinois disent que voilà, ce sont des séparatistes, ils veulent avoir une région, enfin un pays comme la Catalogne à peu près, sauf que la différence c'est le phénomène religieux, bien sûr. Alors où vivent les Ouïghours, bien sûr, en vert c'est la zone d'implantation des Ouïghours, et en orange les Han, on voit bien la région ici, au nord-ouest bien sûr. Ce mois-ci, le New York Times a révélé le contenu du discours. Le contenu du discours secret du président Xi Jinping appelant dès 2014 à lutter sans aucune pitié contre le séparatisme au Xinjiang. Oui, si on est dans le raisonnement que tout ce peuple-là est dans le séparatisme, effectivement ça va être compliqué. Mais on n'a pas tous les raisonnements. D'après des organisations de défense des droits humains, à l'échelle de la diplomatie américaine Mike Pompeo, plus d'1 million de musulmans, principalement des Ouïghours, sont détenus au Xinjiang dans des camps de rééducation politique. Le gouvernement chinois attribue cette minorité à une série d'attentats sanglants ces dernières années. Que sont ces camps? Les camps d'internement sont avant tout des lieux de sanctions et de torture, bien sûr. Et oui, pas d'apprentissage. Des informations persistantes font état de coups, de privations de nourriture, de détentions et l'isolement, a affirmé l'ONG Amnesty International dans un rapport publié en octobre 2018. Des chercheurs travaillant pour les activistes du mouvement national, d'éveil du Turkestan oriental, ont établi la carte de 500 camps, dont 182 camps de concentration suspectés donc de torture, etc. Dans d'autres documents révélés cette semaine par le Consortium international des journalistes d'investigation, détaillent les règlements draconiens régissant la vie des camps. Les détenus sont qualifiés d'étudiants devant obtenir leur diplôme et notamment instaurer un système de points pour évaluer la transformation idéologique des détenus, leur respect de la discipline et leur ardeur à l'étude. Non mais c'est incroyable. Les directives chinoises décrivent avec précision comment les gardiens doivent gérer la vie quotidienne des détenus. Les portes des dortoirs, des couloirs et des étages doivent être fermées à double tour, immédiatement après avoir été ouvertes et renfermées, détaillent les auteurs, un document spécifique que les internés doivent être constamment sur surveillance, y compris lorsqu'ils sortent de toilette, afin de prévenir tout risque d'évasion. Une vidéosurveillance complète doit être établie dans les dortoirs et les salles de classe sans angle mort, de façon à ce que les gardiens
puissent exercer leur surveillance en temps réel et enregistrer les choses dans les détails et rapporter immédiatement tout événement suspect. C'est terrible. Les gardiens n'ont pas le droit d'entretenir des relations amicales avec les internés afin d'éviter tout risque de collusion. Selon les directives, les détenus n'ont pas le droit d'entrer en contact avec le monde extérieur. Les directives prévoient que les étudiants, ça c'est bien vu de la part du Parisien, doivent rester en détention pendant au moins 1 an, même si cette règle n'est pas toujours appliquée, selon les témoignages d'anciens prisonniers recueillis par les journalistes d'investigation. Qu'en disent les Occidentaux pour terminer cette vidéo, cette première partie? En octobre, le gouvernement américain a annoncé des restrictions dans l'octroi de visa américain à des responsables du gouvernement et du Parti communiste chinois accusés d'être responsables ou complices de cette campagne de répression. Paris a également réagi cette semaine à la suite d'événements. À la suite des révélations des journalistes d'investigation, nous appelons les autorités chinoises à mettre un terme aux détentions arbitraires de masse dans des camps, déclaré mercredi la porte-parole du ministère des Affaires des étrangers au point de presse électronique du quotidien. Nous invitons la Chine, outre la fermeture des camps d'internement, à inviter la haut-commissaire des droits de l'homme, Michel Bachelet, et les experts des procédures spéciales dans les meilleurs délais, afin de rendre compte de manière impartiale de la situation, a indiqué le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, devant la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Nous suivons avec une grande attention l'ensemble des témoignages et documents relayés par la presse concernant le système répressif mis en place dans cette région, a souligné le ministre des Affaires étrangères. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve juste après pour cette deuxième partie avec d'autres informations tout aussi importantes. Merci à vous de m'avoir suivi et à tout de suite.